On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Appareillé du Conquet pour une destination de Molène puis Ouessant. Arrivée Molène dans 40 minutes environ vers 10h20, 10h25 de bonne traversée. Avec les annexes, on a les boîtes devant, là. C'est les boîtes en côté, Deux rotations, une rotation? Ça dépend des jours. Le mercredi, le vendredi et le dimanche, on fait 2 rotations. Oui. Et là, on fait qu'une seule rotation, un aller et mercredi, il y a 2 tours. Un 16h45 et un 18h30 du Conquet, un 19h50 ce soir. Donc on fait 2 tours. Bienvenue dans Terre de France, je devrais dire aujourd'hui Mer de France. On est en Bretagne, à la pointe de la Bretagne. On a embarqué tout à l'heure au Conquet et on se dirige là-bas, sur l'île de Ouessant, qui est la terre la plus à l'ouest de France. Et c'est Ondine qui nous attend là-bas. Et bien sûr, on est venu ici, pas tout seul, on est avec l'équipe de TBO, on est avec Fabrice, on est avec Nicolas, on est avec Vincent, on est avec Laura qui est là-bas, qui se cache. Et c'est avec tous les 4, et puis Maxime qui tient la caméra lui aussi, eh bien tous les 5, on va passer 24 heures sur l'île de Ouessant. Autant vous dire qu'avec le soleil, Ouessant, on a vraiment beaucoup de chance. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arrivons à Ouessant au Skiff. Le débarquement s'effectuera à Pont-Cheminée par la Coupée. Débarquement à Ouessant, Pont-Cheminée par la Coupée. Bonjour madame, monsieur, on m'a dit que vous saviez, je cherche Ondine, on m'a dit, tu t'adresses ici, à la vente directe du pêcheur. Oui. Ils savent où est Ondine. Vous savez où elle est? Elle est là, elle arrive juste avec sa voiture. Elle est dans sa voiture. C'est la blanche là? Voilà, ouais. Ondine? Ah ben c'est elle, non? Voilà, c'est elle. C'est votre fille alors? Oui, 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 oui. Bonjour Ondine. Bonjour. Bon, on a rendez-vous ensemble pour la journée. C'est ça, tu m'as bien retrouvée. Et ce sont tes parents alors, c'est ça hein? Pour ça qu'on m'a dit tu t'adresses à eux, parce qu'ils savent où est Ondine, etc. J'étais partie prendre un café et voilà, ils m'ont dépanné. Parce que d'habitude, c'est toi qui tiens le... Ouais, on est marin-pêcheur avec mon mari et je m'occupe le matin de la vente directe.
Ouais. Donc là, c'est la toute fin, là. Donc on va fermer. Il reste quoi? Il reste un bar. Alors c'est On du a- bar de ligne. Hein. On C'est fait que pas- de la ligne. Ouais, un beau bar de ligne et un beau lieu jaune qui a perdu sa queue. Une bébête là. Et un petit homard. homard. Il vit encore, oui. Ah oui, ça bah oui. Il fait la taille. Mais ça, c'est pas un Ah, vous êtes la famille native de Ouessant? de moi. Le papa de Ouessant. On est en dune comme ça. Paris. Tamar. Il a épousé une Parisienne alors. Oui, oui, oui. C'est dingue ces hommes des îles hein, quand même, hein, où ils vont chercher leurs femmes. Hein. Je me demande un peu. Hein. Et toi, tu es né ici aussi? Oui, oui, oui. Donc, Ton enfance, tu es resté, tu es revenu, qu'est-ce qui s'est passé? c'est ça, en fait, on a la possibilité de rester ici jusqu'au collège. Et Ouais, après, de après, toute c'est la façon, pension. en pension, voilà, on doit s'exiler. Et, Je vous rassure, c'est en face, c'est Brest, hein, mais Ouais, mais c'est loin quand même. c'est pas loin la de même cœur, ambiance. C'est loin de cœur. Et voilà, et donc après, on essaie de faire ses études le plus rapidement possible et le mieux possible On revient. pour revenir et travailler ici. Cela dit, je comprends parce que, vu comme ça, on est dans un lieu magique. Et puis, je ne connaissais pas Ouessant et je suis vraiment content de découvrir. Et de vous faire découvrir Ouessant surtout parce que c'est un lieu, on entend toujours parler en bien d'Ouessant. Il faut aller à Ouessant, on n'avait pas vu Ouessant, ah bon, mais quelle faute de goût. Ben maintenant, on y est, et vous aussi d'abord. Bon, Ondine, je te suis, merci beaucoup. Ouais, Je ne sais pas où on va, mais on y va. c'est parti. Ça, c'est l'image de Ouessant, c'est la carte postale. C'est notre terrain de jeu. Ouais. Ah bah, bravo. Alors, on y va doucement. Regardez ce qu'on a devant les yeux. Cette baie extraordinaire. Elle porte quel nom? Donc c'est la baie de Lampol. La baie de Lampol. Avec cette lumière et ce ciel bleu. Là, Ondine, on commence bien là sur. C'est grandiose, sur hein. Ouessant. Ouais, c'est Et comme ça, c'était ton terrain de jeu quand tu étais enfant. C'est ça, et puis on s'en lasse pas. Ça, On je est comprends. toujours conscient de sa beauté et on le redécouvre en fait à chaque heure du jour, à chaque saison. Et suivant les marées, en fait, si on revient ce soir, elle sera plus du tout la même. Ouais. À chaque fois, les couleurs changent. Alors, Ouessant a une histoire, évidemment, comme toutes ces îles. Hein, comment s'appelle l'archipel ici? Les îles du Ponant, les îles de... Alors en fait, ici, on est en mer d'Iroise. Oui. Et l'archipel, juste avant, porte le nom de Molène, mais Ouessant est un peu seul en chienne de garde, en sentinelle de cet archipel. Je disais en débarquant que c'est le point le plus extrême à l'ouest de la France métropolitaine, on va dire. Hein. C'est l'île qui marque la frontière, le nez, c'est au bout du nez de la France. Voilà, c'est vraiment on regarde en fait vers Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais, On est à 6000 km. en ligne droite, là, hein. Voilà. Tout droit. On est Saint-Pierre-et-Miquelon. les premiers. Alors, on peut voir comme un bout ou un début. Alors, la particularité d'Ouessant ici, Ondine, c'est qu'il n'y a pas vraiment de port. En cas de tempête, il faut aller se réfugier sur le continent. Comment ça se fait? C'est ça, c'est que vraiment cette baie de Lampol aussi, elle est beaucoup liée à notre histoire et à la vocation des hommes qui va se faire par la suite. C'est que là, on voit qu'on est en plein vent, enfin, on ressent le vent. Le vent d'ouest, le vent dominant. Alors voilà. Donc, Celui qui apporte les perturbations et le beau temps aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment ce vent-là qui régit toute notre vie en fait, et les éléments. Et donc, cette baie est ouverte ouest-sud-ouest. Donc c'est la première qui est prise d'assaut par la houle, les vagues et le vent. Pourtant, il y a un port naturel là. Enfin, je veux dire, c'était le port de Ouessant qui est juste là. Et lui qui est face au vent, c'est curieux quand même. Ouais, c'est vrai qu'on voit le seul petit havre de paix quand on se balade, c'est ce petit port de Lampol, mais il est très mal orienté. En fait, il faudrait changer la position d'Ouessant pour avoir un véritable port. Et toi, avec ton bateau de pêche, tu viens ici ou de l'autre côté en fonction du vent, c'est Et ça? ben voilà, on fait les deux. On a deux mouillages et c'est vraiment par vent d'est, on est obligé de venir ici, et par vent d'ouest, donc comme la majorité du temps, on est de l'autre côté. Et donc avec la Penarbed, on arrive bien
principalement côté stif, mais il y a quand même une 10, 12, 15 fois par an où il arrive au bout de cette jetée, suivant la hauteur d'eau. Donc là, par exemple, ce matin, ça ne le fait pas. Non. Donc il faudrait décaler les horaires de bateaux, par exemple, en cas de vent d'est. Ici, c'est la météo, enfin c'est le temps, parce qu'on dit toujours la météo, c'est impropre. C'est le temps qui régit tout. La vie, le bateau qu'on a pris tout à l'heure pour venir du Conquet, enfin, c'est la météo qui fait la vie des gens. Ouais, nous, on fait confiance qu'au passage de nuages, couleur dans le ciel, et c'est ce qui va indiquer ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une terre de marins au long cours. C'est ça, donc du fait que cette baie, qu'on n'ait pas de port naturel abrité, les hommes vont naviguer très tôt. Ils partent sur les bateaux du roi, donc enrôlés de force au départ dès le XVIIe. Et puis on va dire que cette vocation continue, donc avec la marine de commerce qui s'intensifie. Donc les hommes ici, dès l'âge de 12 ans, dès qu'ils sont en bonne forme, bonne santé, partent trouver des embarquements partout en France et reviennent parfois tous les 6 ans. Au départ, oui. Ouais. Si peu. Si peu. Et puis, je vois, moi, mon mari, il partait encore 4 mois, Ouais. il y a une dizaine d'années, donc c'est long quand même. Et s'est développée de ce fait une société matriarcale. Donc c'est vraiment une île à l'époque, une île de femmes, régie par les femmes. Et c'est elles qui décident, qui prennent par exemple aussi ces décisions. Dans la famille, c'est maman qu'on a vue tout à l'heure, la parisienne qui serre la vis. C'est un peu ça ici quand même. Hein. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais je n'osais pas le dire. Bon. Et donc ce sont les femmes, mais comme souvent les femmes de marins, à Dunkerque c'est la même chose, c'est un peu la même histoire aussi. Les femmes ont un rôle très important, parce que les maris ne sont pas là. C'est ça, c'est qu'ils, sans eux, puis à l'époque, on n'était même pas sûr qu'ils reviennent. Enfin, il y avait toujours aussi cette attente horrible parce qu'on n'était pas à l'abri d'un décès, d'un naufrage, d'épidémie à bord. Donc elles n'avaient pas les dates de retour et elles ne savaient pas s'ils allaient rentrer. Et donc il y avait leur mari et tous leurs fils. Donc c'était une vie où elles ne restaient pas dans l'attente, elles vivaient. Et alors j'ai envie de dire, elle profitait, mais elle profitait de tous ces moindres petits moments de joie simple, voilà, qui font la vraie vie. Voilà. Et donc ici, c'est vrai qu'on vit plus au jour le jour. Ouais. J'ai l'impression, moi, d'avoir gardé ça un peu dans mes gènes, de profiter d'un rayon de soleil, d'un vent qui change de sens, d'être un peu à l'abri. On n'est pas dans la consommation ici, on est dans l'existence simple et vraie. Et j'ai envie de dire, on a cette chance, encore aujourd'hui, d'être en marge de tout ça et en fait de satisfaire en priorité nos besoins primaires. Il n'y a pas une petite faim ? Ouais, on va aller, justement, on va en profiter parce qu'on a une recette traditionnelle alors que les femmes avaient mis au point dès cette époque-là, quand elles étaient seules à devoir nourrir, faire vivre toute leur famille. Comme on le voit ici, il n'y a pas un arbre qui dépasse. Et donc, on n'avait pas ce combustible. Et elles avaient trouvé un moyen de faire cuire leur nourriture qui est l'utilisation de mottes. On va dire que c'est la pelouse littorale qui va être étrépée comme scalpée. Et comme cette pelouse, elle est dite aérohaline, donc sculptée par les embruns et par le vent. Elle est salée. Elle est salée et en fait, elle ne se développe pas très haut. Mais par contre, il y a un système racinaire très dense. Alors quand on marche, on a l'impression d'être sur un matelas. Et en fait, c'est ce système racinaire qui va permettre de cuire, de faire chauffer quand on recouvre en fait la marmite de ces mottes. Ça s'appelle la cuisson à l'étouffée. Chez nous, c'est le buaden. Et ça leur permettait par exemple de mettre maintenant tout ça sous les mottes. Elles allaient au travail des champs toute la journée et elles revenaient le soir. Et là, elles pouvaient se mettre les pieds sous la table. Ça nous donne faim, ça. On y va ? C'est parti. Jacques, je te présente un jeune Ouessantin qui est Benjamin. Bonjour Benjamin. Qui est garant de cette tradition ancestrale. Lui, alors la recette, c'est le
Ragoût Ragoût d'agneau d'agneau sous la sous les motte. mottes. Sous les mottes. Allez, on va voir qu'il y en a plusieurs. Oui, Il y a voilà, plusieurs mottes. il y en a plusieurs. Alors, on était sur les mottes tout à l'heure. Et comment vous faites, Benjamin, pour les... Vous découpez un carré d'herbe? Voilà, donc il faut les découper c'est avec un outil qu'on appelle le marc. Oui. Et c'est un outil, c'est une pelle un peu recourbée. Et ça aide juste à couper les racines et la terre. On quoi. arrache Voilà. juste ce qu'il faut de Voilà. racines pour faire une Pour faire petite un tour. moquette. Voilà, c'est ça. Qu'on va Je laisser ne sais sécher. pas si la comparaison est bonne, mais une sorte de moquette Voilà. naturelle. Naturel. Et là, alors on a tous les ingrédients là devant nous. Voilà. Agneau, De l'agneau, de l'épaule. Bon, Ça, ça, c'est les- voilà, l'assaisonnement. pommes de terre, oignons. carottes, oignons. Voilà, C'est tout. c'est tout. Et Tout le simplement. principe de la recette, c'est quoi? C'est C'est la cuisson sous la tourbe. Là, on va Dans au le début, faitout, là dans le faitout, on va faire revenir la viande. voilà. Ouais. Voilà, donc on va C'est pas faire, grand les cuisines, hein, mais voilà, on va faire revenir la viande. Mettre un peu plus de feu. oui. Donc là, c'est l'épaule, le collier. Alors on est d'autant plus intéressé que c'est pour nous ce soir. Tout à fait. Le faitout est important. Oui, le faitout, c'est une marmite en fonte, c'est assez épais. Parce que comme ça va cuire pendant 4 à 5 heures en dessous la tourbe, il y aura une chaleur assez Pour importante. que ça puisse résister. Il faut que ça puisse résister à la chaleur. Et puis ça diffuse mieux peut-être la chaleur. La chaleur et la fumée aussi de la tourbe. Il y a beaucoup de fumée, Il y a beaucoup de fumée au départ, il y a beaucoup de feu, et c'est pour puis ça qu'il faut après, le faire à l'extérieur. voilà. Et le principe, c'est l'herbe, Oui, voilà. les racines, Les l'herbe, le racines, sol, le sol qui vont donner- reçoit le sel des Voilà, tempêtes, et hein, des embruns, Voilà. qui donne ce goût. Ce goût et les racines vont donner un goût en consumant un goût de fumée. Ça se fait qu'à Ouessant, on dit. On retrouve tout ce principe qu'à Ouessant, sachant qu'on pourrait le comparer à la tourbe en Irlande, aux cuissons. Alors, c'est pas les mêmes végétaux, Au cuisson, l'étouffée en général. voilà. Mais on a trouvé ce moyen à Ouessant pour pallier au manque de combustible. En fait, ce qui manque le plus ici, c'est le bois. Ouais, On manque de bois ici. ouais. Et comment on fait? On en récupère parfois du bois, ça arrive? Alors voilà, du bois flotté, du bois d'épave. Du bois d'épave? Et du bois flotté, il vient d'où ce bois? Il vient des océans. On récupère. Non, il vient effectivement de cargaisons perdues. Ça arrive Et souvent? à un moment donné, suivant les vents et les courants, ça arrive à Ouessant. Et c'est sous forme de quoi? On retrouve des stères de bois, des planches Des planches. qui arrivent Ouais. comme ça, Oui, voilà, ou qui arrivent un à la con- côte après les tempêtes. ou un conteneur échappé d'un porte-conteneur qui atterrit comme ça Ouais, c'est exactement sur la ça. grève. C'est Ouais, ça? ouais, Et ça ouais. arrive? Et ça arrive presque tous les hivers, ouais. Quand il y a une grosse tempête. Donc voilà, là on a fait revenir la viande. Je vais rajouter les oignons Oui. et les carottes. Et les carottes. Et on retouille un petit coup. Voilà, on va laisser revenir 2-3 minutes, pareil. J'ai l'impression de faire une procession là. Ah, c'est là? Voilà, c'est ici. Ah oui, c'est. Voilà, à l'extérieur, le long du muret, à l'abri du vent. Ça, c'est les mottes. Tiens, regarde. Où tu es? Regarde. Tu vois? Et alors, elles ont séché, c'est pas l'herbe. Non, ils ont séché. Il faut que ça sèche 5 à 7 jours. Et là, Ça sur sent bien la celle-ci, terre. oui, et sur celle-ci, on Ouais, voit et bien. elles sentent bon. Voilà, et on voit bien ici qu'il y a les Ça racines. sent qui- meilleur voilà. que la terre. Ah oui, oui. C'est plus exotique. Le meilleur, c'est À la bruyère. Voilà. la bruyère. Ah oui, d'accord. Donc on met ça, on se met à l'abri du vent. Voilà. Et puis, et on recouvre plutôt l'herbe en dessous et la terre au-dessus. Voilà, c'est ça. Et puis là, allez-y, cher monsieur Chalumeau. Un petit four. Un petit four et ça va. Ça cuit longuement. Il faut que ça cuise 4 à 5 heures en fait. 4 à 5 heures. Et ça dure 4 à 5 heures? Oui, ça va, vous La allez voir. combustion? Oui. Parce que la terre étouffe. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est pour ça qu'on met la terre à l'extérieur. Et vous voyez la Mais fumée je que comprends ça pourquoi on ne le dégage. fait pas à l'intérieur. Là, on va se décaler un peu. Te mets pas dans le vent, sinon tu verras plus rien. Et ça va se consumer pendant 4-5 heures. Voilà. Là, ça dégage et. Sinon, c'est moi qui vont manger. Donc là, il y a des Indiens qui vont arriver. Hein. Oui, oui, oui.
Ça, Andine, c'est le sémaphore, hein, c'est ça? Voilà, C'est lui, là? le petit sémaphore du STIF. On essaiera d'y aller tout à l'heure. Ça, c'est le phare du STIF, derrière nous. Et là, c'est le phare, voilà, du STIF. C'est vu, j'ai révisé. Hein. Et d'ailleurs, pas n'importe quel phare, puisque une tour signée Vauban, un bel édifice de plus de 300 ans qui est toujours là et qui est Qui a été restauré, non? entièrement restauré il y a 2 ans. Oui. Mais il n'avait pas beaucoup changé d'allure, en fait. Vauban a fait du très costaud. Donc Comme à chaque fois. Hein. voilà, on a réussi à le sauvegarder. Et il reste encore aujourd'hui une sorte de vigie nocturne. Mais il a beaucoup sévi, Vauban, ici. Il avait des projets un peu fous. Il voulait couper l'île en deux. Enfin, il voulait faire plein de choses. Oui, il a imaginé le port du STIF dès le 17e. Donc le môle qui a été construit en 1986. Il a voulu fermer une partie de la baie pour en faire un vrai port abrité pour la marine. Et puis après, c'est vrai que ça nous aurait servi aussi. Ça aurait pu changer tout le destin de l'île. Exactement. Et même, comme tu disais, donc relier les 2 vallons, celui de Corse et celui d'Arlan, pour avoir un abri pour les bateaux. D'où ça vient le nom de Ouessant? Alors Ouessant, en fait, le premier nom était Uxizama. C'est du grec, donc qui a été cité par Pythéas au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et on le traduit par l'île haute. Haute dans le sens latitude ou dans le sens longitude? Ouais, alors on se pose la question, parce qu'effectivement, ici, on est sur 65 mètres de falaise. Donc on verra au sémaphore Donc où on domine. haut. Oui, Voilà, bon. c'est l'île la plus haute de En même temps, la mer d'Iroise. oui, ça tient à moitié quand même. Voilà, mais par contre, c'est vrai qu'on est la 2e île la plus éloignée des côtes françaises. Et là, c'est vraiment l'île de haute mer. Donc c'est plutôt ça, à mon avis. On Mais bon, préfère ça. D'accord, ouais. vous préférez ça. Ici, c'est aussi, Ondine, le point de partage des eaux, si je puis dire, entre l'Atlantique là, et la Manche là. Voilà. Alors, quand on se balade sur la côte nord de l'île, normalement, on est toujours en Manche. Et oui, en Manche. Et quand on passe... Si toi-même tu ne sais plus, alors là, où va-t-on? Et quand on passe à gauche du Créache, où on ira tout à l'heure, donc on est en Atlantique. Donc on dit que c'est une diagonale, une ligne imaginaire entre le Créache et le Cap Lizard en Angleterre. La fameuse ligne pour les navigateurs, C'est celle-là. c'est celle-là? Par exemple, pour les arrivées de course, départ Oui. de course. Quand on franchit cette ligne-là, on est arrivé. C'était On a ça. gagné ou on n'a pas gagné. Et mais- les chronométreurs allaient au sémaphore qui était du côté du Créache pour prendre les temps. Dis-moi, j'ai aperçu quelques... Ce sont des ruches, ça, ou je me trompe? Alors oui, ça c'est les ruches qui appartiennent au conservatoire de l'abeille noire. Oui. Pourquoi noire? Elle est noire, vraiment Et noire elle est un peu plus foncée. C'est une variété d'abeilles particulière? Ouais, c'est une espèce qu'on retrouve ailleurs en Bretagne. Mais ici, c'est une sorte de sanctuaire parce qu'elle ne peut pas voler sur le continent. Et puis, enfin ça c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure, et puis il n'y a jamais eu de pesticides ici. Il y a Voilà, rien c'est eu. qu'on a une terre effectivement qui était entièrement cultivée jusque dans les années 60, mais avec comme seul apport en fait des algues. Donc on n'a pas eu d'introduction. Donc c'est une abeille costaud et qui fait un miel, alors là, plus bio, tu meurs. Non, au Ouais. contraire, tu vis. Merci. Ah, écoute, on a un beau reportage de nos amis de TBO. Hein, tu me confirmes que tu as un beau reportage? Fais oui avec la caméra. Oui, il me dit oui. Sur les abeilles, et le temps de le regarder, eh bien, on va essayer de frapper à la porte du sémaphore, voir si on nous ouvre. C'est parti. Chaque été, Ouessant se repeuple de ses habitantes très particulières, les abeilles noires. Elle est plus poilue que les autres abeilles. Et donc ces poils noirs, justement, captent la lumière et la chaleur, donc, enfin, le soleil. Et du coup, le matin, elle peut sortir avec pratiquement 1 degré de moins. Donc elle sort plus tôt le matin et le soir, elle peut travailler aussi plus tard. Autre distinction, ce sont les seuls en Europe à ne pas porter le varroa, un acarien considéré comme le vampire de l'abeille. Le conservatoire de l'abeille noire a pour but de développer et protéger cet insecte sur l'île. Je viens de marquer de la reine de la couleur bleue. Cette année, c'est la couleur bleue. Il y a un code international pour les rennes. Donc chaque année, il y a une couleur différente pour les différencier. Et donc il y a 5 couleurs. Cette année, c'est bleu. L'année dernière, c'était vert. L'année avant, rouge. C'est au phare du STIF que les apiculteurs collectent le miel tout l'été. À cette époque arrive l'heure des dernières récoltes. En début de saison, c'est plutôt de la ronce.
Puis arrive la bruyère Erika, grosse clochette rose plutôt. Et après la bruyère Calune, petite clochette violette. Par rapport à un miel de bruyère du continent qu'on peut trouver dans les Landes ou ailleurs en France, ici s'y ajoutent les plantes du bord du littoral, la silène maritime, l'armérie, la criste marine, différentes plantes qui poussent dans les 100 premiers mètres au bord de la mer. C'est ce qui fait la typicité du miel d'Ouessant. Si les abeilles s'apprêtent bientôt à hiberner, le miel, lui, se savoure toute l'année. Bon, ben, maître principal, je ne vois aucun bateau ennemi à l'horizon. C'est normal? Bah, tant mieux, parce qu'on vous aura aperçu sinon au radar. Merci de nous accueillir ici. Alors, on est au sémaphore. Au sémaphore, comment on l'appelle? Du STIF. Ah oui, ça. Et le sémaphore, attendez, j'essaie de m'y retrouver. Hein. Le sémaphore, le cross, c'est quoi la différence entre tout ça? Vous surveillez le rail d'Ouessant? Pas du tout. Là où passent les bateaux de commerce? Non, pas du tout. Le rôle du rail de Ouessant, c'est les affaires maritimes, donc dans Ouessant Trafic, qui se trouve donc à Trézien avec le Cross Corsen. Oui. C'est eux qui s'occupent donc d'identifier tous les bâtiments qui montent donc, dans les différents rails. Il y a un montant, un descendant et une double voie. Et qui a été repoussé au large d'ailleurs. Hein, qui a été repoussé depuis 2003. Depuis quelques naufrages retentissants. Ouais. Donc ça a commencé, le premier rail à l'époque de la Moco-Cadiz, ça a commencé ici. Après, donc, ils ont construit la tour en 1982, qui était armée au début par des guetteurs qui se trouvaient au-dessus. Et puis voilà, et là maintenant, donc le rail est surveillé à partir de Trézien, donc de Ouessant Trafic. D'accord. Avec leur antenne radar qui se trouve au haut de la tour. Et votre rôle alors, à vous précisément, c'est un rôle plus militaire? Plus militaire, mais de service public également. Donc quand il y a du sauvetage en mer, donc surveillance, avec le Cross Corsen bien sûr. Oui. Dès qu'on aperçoit quelque chose ou si on entend quelque chose anormal en VHF, on va contacter le Cross Corsen. Vous êtes un peu un appui, un relais du cross aussi. Vous pouvez. Donc après notre rôle, c'est comme le rôle de tous les sémaphores qu'il y a sur toutes les côtes françaises, c'est-à-dire les 59 sémaphores. Hein. Oui. Il y en a donc 26 à côte atlantique. Et donc, c'est pour avoir une continuité donc, de la surveillance et une zone radar. C'est quand même une zone à surveiller qui est particulièrement complexe avec les courants, les tempêtes, les cailloux. C'est une zone d'activité compliquée, non? Tout à fait, mais il n'y a pas tant que ça de sauvetage. Hein. Parce que tous les gens qui sont dans le coin, en fait, c'est des gens qui connaissent en général. Il n'y a pas énormément de plaisanciers à passer par là. Ils sont plus vers la côte, vers la Bervrac. Mais ils ne s'aventurent pas, les plaisanciers. Si, il y en a quand même en baie de l'Empole, mais bon, c'est pas vraiment, il n'y a pas énormément de passages. Merci beaucoup d'avoir accepté, parce que c'est un privilège d'être venu ici, jusqu'en haut, de nous montrer tout ça. Je sais qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de montrer. Hein. Mais bon, ça va, on s'est bien tenu. Ah oui, pas de problème. Alors, formidable. On reviendra. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Mais quel est donc ce secret de beauté? Eh bien justement, Jacques, mon secret de beauté est fabriqué ici. Et donc je te présente Lydia, voilà, entre autres, qui en a tous les secrets. Lydia, comment ça s'appelle déjà le nom de la société? Alors la société c'est Algemer. Algemer, voilà. M'a dit Ondine, a 20 ans, c'est ça? 20 ans d'existence, c'est ça, on a fêté au mois d'octobre dernier, 2014. 20 ans, elle est récupérée des algues? Vous me dites si je me trompe? Voilà, oui. À cultiver, à récolter des algues. Cultiver aussi, récolter, oui. Et puis transformer. Et transformer pour... Avec toutes ces machines qu'on aperçoit. Exactement. Pour arriver à faire quoi? Des actifs, pour la cosmétique principalement. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Magnifique, magnifique. Bon, trêve de plaisanterie, c'est une vraie activité, je ne vais pas dire industrielle, mais c'est
Pour C'est une une île comme activité Ouessant, économique qui est hors du tourisme sur Ouessant. Vous avez combien de salariés ici? Alors sur Ouessant, on est 5 salariés, donc 4 personnes à temps complet et 1 personne à mi-temps. Oui. Donc voilà. Et ça puis après, fait, il y en a quelques-uns sur le continent? Voilà, on a un bureau marketing et commercial sur Paris où il y a deux personnes qui travaillent là-bas, 2 salariés. Alors vous fournissez la matière première? Voilà, nous on fabrique la matière première. Alors vraiment, on extrait des actifs à partir d'algues. Donc ce sont des algues qu'on va soit cultiver ici à Ouessant dans la baie de l'Empole ou qu'on récolte également ici sur place et qui sont transformées directement dans notre atelier ici. Alors qu'est-ce qu'elles ont les algues de Ouessant? Alors elles vivent déjà dans un environnement particulier parce que on est loin de toute source de pollution. Voilà, ouais. Exactement, hein, ni industrielle ni agricole puisque l'île non plus, il n'y a pas d'agriculture intensive. Et puis donc l'île est, je ne sais pas si Ondine vous en a parlé, cernée par des courants assez puissants, hein, le Fromveur entre autres. Donc il y a un brassage de l'eau de mer qui se fait en permanence. Donc elle a une richesse en nutriments qui est assez exceptionnelle, qui permet une bonne pousse des algues. Et puis la température de l'eau est relativement homogène toute l'année. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est jamais très chaude l'été, mais l'hiver elle n'est jamais très froide non plus. Donc c'est vrai que pour les algues, c'est vraiment des conditions exceptionnelles. Et on dit que la mer d'Iroise est vraiment le champ d'algues de l'Europe, parce que c'est là où on va retrouver les densités de population les plus élevées. Alors il y a des algues dont on fait des aliments, et puis il y a des algues dont on fait de la cosmétique. De la cosmétique. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors on peut faire plein de choses, on peut aussi en faire des médicaments. Alors les algues, il y a beaucoup d'utilisation en tant que gélifiant dans l'industrie agroalimentaire, en pharmaceutique aussi. Après, on peut également en faire de la nourriture pour les animaux, des engrais. Et pour nous, non? Alors pour l'homme, on n'en fait pas encore des aliments, mais par contre on en fait des compléments alimentaires. Donc parce que les algues sont très riches en minéraux, donc ça peut apporter un supplément de minéraux pour des personnes qui ont un régime alimentaire déséquilibré. Et puis, par exemple, nous, on travaille une algue brune qui présente certaines molécules qui vont agir sur les enzymes du système digestif qui sont impliquées dans la digestion des sucres. Donc cet extrait d'algue va bloquer ces enzymes, donc les sucres ne vont pas être digérés, du coup l'excédent ne va pas être stocké sous forme de graisse. Et donc, donner la recette, voilà, ça peut donc toujours ce sont des compléments alimentaires qui sont très vendus un petit peu avant l'été, à viser minceur, voilà. Tout ça, Lydia, c'est vrai, c'est vous qui êtes scientifique, c'est vrai, c'est prouvé? Ah oui, c'est prouvé, il y a des études cliniques, il y a des études cliniques qui l'ont mesuré. C'est pas du marketing? C'est pas que du marketing. Non, il y a vraiment des études scientifiques qui l'ont prouvé. En plus, nous, donc, on va réaliser au laboratoire des tests pour contrôler la quantité de ces actifs. Hein. Et puis vraiment, par exemple, là, dans le cas de l'actif dont je vous parle, qui a une activité inhibitrice sur les enzymes, on va réaliser in vitro, donc dans des tubes à essai, vérifier que l'actif va bien inhiber un certain pourcentage de l'enzyme pour être sûr qu'on a l'activité recherchée. Et les produits cosmétiques sont fabriqués toujours en Bretagne? Alors fabriqués toujours en Bretagne. Pas à Ouessant, mais toujours en Bretagne. On fabrique nos actifs ici. Nous, c'est vraiment notre métier, la fabrication d'actifs. Donc la ligne de cosmétiques, donc Nividi Skin, qu'on a créée il y a 4 ans, donc nous, c'est pas notre métier de fabriquer des produits cosmétiques. Donc on fait appel à des sous-traitants dont c'est le métier, mais ce sont nous, c'est nous qui avons élaboré. Ceux qu'on dit inutilisent parce qu'elle le vaut bien. Voilà. Hein. Exactement. Jacques, Ouessant, on l'appelle aussi l'île aux phares. Et c'est vrai qu'autour et sur Ouessant, on a 5 phares. Alors la nuit, c'est un vrai feu d'artifice, parce qu'en mer d'Iroise, on a la plus forte concentration de phares et balises d'Europe. Donc il fallait absolument que je t'amène au cœur de ce musée. Chez Hollande. Voilà. Au musée des phares et balises. Presque chez moi. Presque chez vous, mais aujourd'hui, c'est chez vous, voilà. pour nous. Et donc, alors là, on est au milieu de quoi? De toutes les lentilles de Fresnel qui ont servi ici ou... Oui. Non, pas forcément ici. Donc déjà, c'est le musée des phares et balises qui est géré par le parc d'Armorique, une parc naturel régional d'Armorique. Et il renferme pas moins de 800 objets, dont la majorité provient du service des phares et balises de la commission qui se trouvait au Trocadéro à Paris jusque dans les années 90. C'est cela. Donc maintenant, ils sont ici. Voilà. Et, donc, ce sont la plupart ont servi? Toutes des originaux, oui.
Et Par exemple, et oui. celle qui est, c'est la lentille qui est derrière vous. Alors, une lentille de Fresnel, on ne va pas vous expliquer exactement comment ça fonctionne, mais disons que ça concentre la lumière d'une certaine Absolument. façon. Et, c'est ça de l'optique. et ça la renvoie à Ça la renvoie. Et il faut dire aussi que l'horizontale. chaque phare, on en aperçoit un qui tourne avec des éclats, chaque phare a sa signature. Absolument. lumineuse. Dans une même subdivision maritime, il n'y a pas deux phares ayant la même fréquence et la même couleur. Ce qui permet à un navire de nuit de savoir qu'il est devant tel phare. Absolument. Et ces phares, par exemple le phare du Cléache, là, qui est juste à côté de nous, où on ira peut-être ce soir d'ailleurs à la tombée de la nuit. Ah oui, il faut qu'on aille voir absolument. On va voir ça. Ouais, ouais. Lui, il a une portée de combien à peu près en kilomètres par an 32 000, ça fait 59 km 59 environ. kilomètres. Donc il porte jusqu'au et dépasse même le rail d'Ouessant. Oui. On peut le voir de là-bas. Le premier rail est à 18 km 500, le deuxième à 46 500 et le dernier à 70. Donc là, c'est limite. Ouais. C'est limite. Alors j'en reviens à cette lentille énorme qui est derrière vous. C'est celle du phare de Cléache? Oui, c'est la lentille de secours du phare du Créache. Il y en a 4 là-haut. Et donc, s'il advenait que l'une d'elles casse, mais Voilà. je ne vois pas comment ça pourrait arriver, On emprunterait celle-ci. on prendrait celle-ci qui doit peser je ne sais combien de tonnes. Mais l'ensemble donc des 4 lentilles sur le système de rotation pèse 17 tonnes. Est-ce que c'est toujours phare le plus puissant d'Europe, le phare du Cléache? Ça reste l'un des plus puissants d'Europe. Le plus puissant d'Europe et le 3e au monde. Au 3e au monde. Yolande, les ampoules d'avant, parce que là aussi ça a beaucoup évolué. Oui. Je suppose qu'on est passé à l'halogène ou l'halo, je ne sais pas quoi, L'halogène métal. maintenant, Bon, oui, bref, oui. c'était d'énormes ampoules. Alors de milliers de effectivement, watts. vous aviez, pour ce phare qui était jusqu'en 69 le plus puissant du monde, vous aviez une lampe à incandescence. On ne dit pas une ampoule dans les phares, on dit une lampe. Non. Donc qui était grosse, ronde, grosse comme ça, qui Oui. faisait 6000 watts. Et aujourd'hui, donc après être passé au xénon, etc., on a une lampe qui est haute comme ça, grosse comme Toute ça, fine. et qui fait 2000 watts. Le phare du Créache n'est pas un phare indiquant un danger, il indique l'Europe. Donc il n'était pas nécessaire, si vous voulez, de continuer à l'observer depuis le Cap Lizard en Cornouailles-en-Glace. Bien sûr, c'est le phare qui indique l'Europe. Oui. On arrive en Europe. C'est l'entrée en Europe, ou la sortie dans l'autre Quand sens. tu arrives d'Amérique, ça va être le premier phare qui va C'est le- t'indiquer le début du continent nord-européen. Voilà, c'est le plus à C'est un- l'ouest. C'est un phare vraiment symbolique, alors. Le plus puissant d'Europe et celui qui indique l'Europe. Voilà. Tous les marins qui passent par ici se codent son identité nocturne, lumineuse, ils la connaissent par cœur. Et c'est aussi très symbolique parce que les bateaux de pêche qui vont revenir de mer d'Irlande, quand on commence à apercevoir les feux du Créache, enfin, dans ce sens-là en tout cas, c'est que voilà, c'est bientôt la débarque. On est bientôt arrivé. Ouais, et les Ça sent le bercail, navigateurs. comme on dit. Oui, oui, et les navigateurs aussi parlaient avant la ligne d'arrivée, qui passaient souvent ici. Quand ils apercevaient le Créache au loin, c'est que voilà, c'était bientôt terminé. Oui. Alors, quel est le code lumineux du Créache? Donc 2 éclats blancs toutes les 10 secondes. 2 éclats blancs. Bon, il est assez simple à retenir, finalement. Ouais, et retiens-le bien, parce que justement, ce soir, tu vas être un peu chamboulé. Oui. Parce qu'on va les voir se multiplier. Mais ça c'est la surprise. C'est la surprise, vous aurez le cadeau. Bah alors, c'est 2 éclats blancs toutes les 10 secondes ou Ouais, c'est on pas reste 2 éclats là-dessus, blancs Si, on ça reste reste là-dessus. 2 Bon, il va éclats falloir blancs toutes éclaircir les ça, on dit. Il va falloir éclaircir ça. Merci beaucoup, Yolande. Je vous en prie. On va vous quitter à regret parce que c'est assez magique, un phare. Je sais pas, mais quand on est enfant, on a toujours, quand on voit un phare, je me souviens moi du phare de Berck sur mer, et on avait toujours envie de monter là-haut. C'était une vraie récompense de monter en haut d'un phare et de voir cette ampoule qui nous semblait régner sur l'océan, sur la mer là en l'occurrence. Et c'est vrai que voir ces lentilles de Fresnel, c'est comme voir un diamant. C'est vrai. C'est aussi beau. Un vrai bijou. Merci. Effectivement. Alors c'est quoi ce phare-là? Voilà, donc là on a la vue sur le phare de la Jument. Donc, il y a un phare, on aperçoit son architecture là avec la lumière qui est juste côté ouest. Donc, un phare magnifique avec sa lanterne rouge la nuit. Oui. Et, Lui aussi totalement automatique aujourd'hui. Ouais, Alors là, depuis- on est plein ouest. Hein. Alors là, on est au bout du bout. Au bout du bout, c'est-à-dire qu'après, bah, c'est l'Amérique.
Là, c'est l'Amérique directe. Il n'y a plus une seule terre entre les deux. 6000 km. 6000 km. Si, j'ai vu un petit caillou là, mais bon, il n'est pas habitable. Là, Andine, toutes ces pointes, tous ces caps sont protégés. On est en zone protégée, là. On a vu un panneau tout à l'heure. Oui, on est en site classé. Toutes les pointes de l'île est classée. Et en fait, depuis 1932. Donc c'est la plus haute protection qui existe au niveau français. Donc on ne peut absolument pas bouger un rocher, construire une maison. C'est un chemin en terre, comme à l'époque. Comme dans les années 30. Voilà, on ne modifie absolument pas le paysage. Et c'est ce qui explique aussi sûrement qu'il n'y a aucune construction ici, nulle part. Enfin, Ouessant a vraiment gardé, resté dans son jus. Là, on a réussi à protéger ces côtes qui ont un côté sauvage complètement inouï et unique. Et on laisse en fait la mer, le vent, l'érosion à sculpter. Et c'est cette érosion qui va modifier, si l'on veut, le paysage après chaque tempête. Alors quand on voit ces paysages exceptionnels, extraordinaires, il n'y a pas quand même des tentatives de certains promoteurs de venir faire un peu comme sur la Côte d'Azur, on va dire? Mais on ne l'a pas encore vraiment senti. Et on a peut-être aussi beaucoup de caractère pour ne pas que ça se fasse. Mais voilà, il ne faut pas effectivement qu'il y ait des projets spectaculaires ou beaucoup trop grands pour l'île et qui s'implantent sur ce genre de pointe, parce que là on perd tout ce qu'on a à sauvegarder. Bien sûr, mais c'est aussi la difficulté. Il faut une activité pour faire vivre l'île, mais en même temps il ne faut pas l'étouffer avec des projets trop importants. Voilà, donc on garde espoir parce qu'il y aura peut-être un petit spa à taille humaine qui d'ici les prochaines années va sortir de terre. Donc on reste optimiste parce que voilà, il faut des choses à l'image d'Ouessant, quelque chose de brut, authentique et à la taille de l'île. Donc Ouessant reste une île de 8 km sur 4. Donc il faut absolument ne pas oublier tout ça. Mais si tu l'oublies, elle te le rappelle. On a vu des choses qu'on a pu imaginer mais qui n'ont jamais vu le jour parce que ça ne le fait pas. Voilà. Et ça ne peut pas le faire, et ça ne le fera jamais. Que ce soit clair. Bon, ça vient Là, ça devrait plus tarder. Ça fait bien 5 heures maintenant. Ça fait 5 bonnes heures, ouais. Plus ça cuit, meilleur c'est. Je vous présente monsieur le maire d'Ouessant. Alors, pas que maire d'Ouessant d'ailleurs. Pas si que maire d'Ouessant, mais président de l'association oui, mais c'est pas rien. des îles du Ponant. Oui, c'est pas rien. C'est une fonction. Alors, les îles du Ponant, c'est d'où à où? Alors ça couvre toutes les îles habitées de la façade manche atlantique. Donc ça part de l'île d'Aix, oui, dans le sud, oui, là où il y a Fort Boyard. Fort Boyard, devant. Voilà, et puis ça remonte l'île Dieu, toutes les îles bretonnes, bon, c'est... Belle-Île, etc. Voilà. Le Grand Nombre, c'est en Bretagne, et puis ça va quand même jusqu'à Chauzet, puisque il y a l'île Chauzet en Normandie. Oui, oui. Alors c'est quoi le but de cette association? Le but au départ, ça s'appelait promotion et protection et promotion des îles du Ponant. Et c'est parti d'un constat, c'est qu'il y a un point commun, c'est que c'est des îles, mais en même temps c'est une très grande discontinuité géographique, parce que vous faites le calcul de l'île d'Aix jusqu'à Chauzet, c'est très très loin. Donc il y avait vraiment, on ne pouvait pas le faire dans les structures administratives existantes, parce que ça couvre plusieurs régions, plusieurs départements. Oui, ça n'existait pas, il fallait trouver quelque chose de transversal. Tout à fait. Et donc, à l'époque, le seul moyen, c'était de faire une association. Mais le but, c'est quoi? C'est de développer les îles, c'est d'échanger des expériences? Au départ, je pense que ça fait quand même plus de 40 ans, 45 ans que ça existe. Donc, moi, je n'étais pas là au départ. Mais voilà, c'était de prendre conscience collectivement des difficultés communes qu'il y avait. Et puis d'être un interlocuteur. Les Iliens sont très fermés par Ouessant, on est très fermé sur Ouessant, on ne veut pas savoir à Molène ce qui se passe, comment ça... Justement, je pense que l'association a joué quand même un rôle là-dessus pour qu'on prenne conscience que d'abord à plusieurs on est plus fort, et on a quand même réussi récemment nous, à faire passer à l'Assemblée nationale des amendements ou des lois favorables à certaines demandes des îles.
Et puis en même temps, voilà, de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes et puis mettre ça en commun, c'est toujours bien. Alors je vais insister aussi sur le fait qu'on a aussi beaucoup de projets ensemble, c'est-à-dire qu'on essaie de développer dans le domaine du développement durable, par exemple, que c'est un sujet qui est très, entre guillemets, à la mode. Voilà, ouais. Et puis sur des actions économiques, on est en train de travailler sur... Mais c'est concret, c'est pas seulement... Voilà, oui, c'est pas une amicale. C'est surtout pas une amicale de maire. C'est vraiment, il y a un but concret. Tout à fait. Là, très prochainement, on va faire signer des contrats de plan État-région la semaine prochaine, donc avec le préfet de région et le président de la région Bretagne. Et tous les maires viennent ici. On se retrouve en gros pour des réunions de travail 2-3 fois par an. Et on aborde vraiment des sujets, et puis on travaille sur des solutions. On essaie d'avoir des relais politiques pour, un petit peu comme font très bien les communes de montagne, sauf qu'elles sont très très nombreuses et qu'elles ont une force de frappe bien supérieure à nous, parce que nous, sur toutes ces îles, c'est 15 000 habitants, pas plus. Donc, il y a encore des traditions fortes dans chaque île, je suppose. Oui, bien sûr. Alors, comme partout, ça se perd, hein, mais à Ouessant, il y a encore des traditions, et puis c'est pas du folklore, c'est des choses qui ont du sens. Qui ont du sens, tout à fait. Par exemple, la foire aux moutons, puisque Ouessant, c'est une île de liberté pour les gens, mais aussi pour les moutons. On est, je pense, un des rares endroits encore où les moutons sont en liberté pendant la moitié de l'année. Et donc, chaque année, en février, il y a deux rabatteurs, deux groupes de rabatteurs au nord et au sud, parce que l'île est coupée en deux. Vous savez, même petit, il faut se diviser. Ils vont chercher les moutons comme ça, sous le bras, et les rapportent? Non, ils les réunissent en troupeau, ils les ramènent dans un enclos, et chaque personne a sa marque. Alors avant, et encore un petit peu maintenant, c'est des entailles dans les oreilles. Et nous, à la mairie, on a en breton le nom de toutes ces entailles. Si c'est, on dit en breton un loaren, ou etc. Donc il y a des fentes, des trous, etc. Et chaque personne est capable de reconnaître ces moutons comme ça. Alors maintenant, c'est le code barre du mouton. Le code barre, voilà, tout à fait. Il y a justement un reportage de TBO là-dessus, on va le regarder. Puis on se retrouve après avec notre ragoût, là. Le ragoût. Pour les habitants de l'île d'Ouessant, le premier mercredi de février est un moment incontournable. Les moutons, qui depuis 5 mois paissent en liberté sur l'île, vont retrouver leur maître. Pour le rabatteur des moutons de la partie nord, c'est un long travail de recherche. Il faut aller les chercher dans tous les coins de l'île parce qu'ils ont leur propre endroit où ils broutent l'hiver. Et ils vont dans des jardins, il faut aller dans les jardins, visiter les jardins, voir s'ils ne sont pas partis se mettre à l'abri. Et on les regroupe tous en un seul troupeau pour les envoyer à l'enclos. C'est dans l'enclos que les propriétaires viennent récupérer les bêtes pour la somme de 3 € par mouton. Un marquage à l'oreille permet d'identifier les animaux. Pour ce propriétaire, c'est l'heure des retrouvailles. Ça fait plaisir un jour de le revoir. Hein. Après 5-6 mois, ils sont partis. Là. Je les voyais, là, de temps en temps, ils venaient. Là, je circulais en voiture et donc je les voyais dans le troupeau. Là. Ils venaient me voir, je donnais du pain. Et donc, ils me reconnaissaient tout de suite. Un moment très attendu qui annonce le début de la saison. J'attends ce moment tous les ans. Pour moi, c'est important parce qu'on va vers le beau, elles vont avoir leurs petits et c'est magnifique. C'est le printemps, les agneaux naissent et la vie recommence. De l'autre côté, à Porthgwen, les propriétaires du sud de l'île viennent aussi récupérer leurs moutons. Promenade jusqu'à la maison. C'est merveilleux. Les futurs gigots sont là. Aujourd'hui, Ouessant compte 350 moutons. C'est près de 10 fois moins que dans les années 1930. Attention, ça rigole plus, là. Là, ça devient sérieux, là. La gamelle, là. Ça vaut son pesant de motte. Waouh. Génial. Superbe. Doré à souhait. Ouais, l'aspect est pas mal. Et ça fleure bon. Ah, c'est bon. C'est chaud, hein. Ah, les patates sur le dessus, c'est l'extase. L'extase, je sais pas si c'est vraiment l'extase tout de suite, mais... Elles sont un peu craquantes, mais ça a l'air... Ça y ressemble. Extase gustatif assuré. J'ose pas manger, c'est trop chaud, mais... Bah Maxime, tu vas pas rester comme ça. Comme de ronflant, là, tu vas faire le service. Bah voilà, c'est... Alors en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu pioches pour avoir la viande en dessous, tu vois. T'as les légumes dessus.
Donc il faut faire un peu de la... À mon avis, un peu comme un gâteau, Oh, comme Marc. des tranches. Mais tu fais comme tu veux, tu peux refaire un tour d'abord les légumes. Il ne saura pas. Voilà, bah voilà. Ouais, c'est exactement ça. On a déjà failli perdre la Allez, gamelle, on là je dit- crois qu'on va perdre. Bah voilà, c'est bon, Wow. il y a tout dedans. Il est bon, hein. Merci. Tu vois, je l'ai sous-estimé. Encore. Là. Bon, vous avez promis de revenir au phare du Cléache. On y est, et c'est la nuit. Et on aperçoit donc les faisceaux. Mais Ondine, ce phare a vraiment une longue histoire, hein. Il était, la partie haute en tout cas, a été créée pour l'exposition universelle à Paris. Ça. Il va éclairer la capitale sur un petit phare au Trocadéro. C'était en 1900 ou... 1900, il me semble qu'ils vont remettre une couche en 1937. Oui, Et par la suite, il va arriver ici, en 39. parce qu'on en avait besoin ici simplement. Voilà, ici c'est vraiment un musée à ciel ouvert. On fait des essais, on a les ingénieurs à Paris et on adapte à Ouessant. Et il arrive ici en 39 et on va vraiment le tester dans les années fin 50, début 60. Et c'est là où il bat son record de puissance mondiale, Qui était, qui était de plus de 100 000 de portée. ça fait 180 km à peu près. 180 km, ce qui fait que de la Cornouaille anglaise, on a aperçu sa lueur, par temps clair. Alors j'imagine, Ondine, ton enfance ici, un peu très Club des 5, hein. Très Club des 5 avec les rochers, la mer, les plages, enfin toutes les caches, les cachettes pour enfants qu'on peut avoir. Et puis aussi les conteneurs. Parce qu'on l'a évoqué un peu tout à l'heure, on a évoqué les conteneurs, mais c'était la chasse au trésor, les conteneurs ici à une époque. C'est vrai que chaque hiver, au gré des tempêtes, on avait des arrivages de tout, Par exemple. suite à des pertes de conteneurs des navires. Ouais. Alors, par exemple, un matin, on se réveille, on a toute cette pointe de pernes recouverte de canetons jaunes pour le bain, voilà, par milliers. Alors, des petits, il y avait les bébés, puis il y avait les mamans. C'est la et le joie des papa. enfants, ça, oui. Ah, c'était génial, on essayait d'en avoir le plus possible. Qu'est-ce qu'il y a eu et, d'autre Qu'est-ce que vous avez ramassé Alors, d'autre on a eu des baskets, on a eu des crayons de couleur, des polos de rugby, et puis parfois chips. voilà, des chips, des postes de télé qui arrivent en très mauvais état, des pamplemousses, et puis parfois des belles cargaisons de bois qui étaient bien utiles ici. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous en faisiez, vous les Iliens, se les partageaient Ouais, Qu'est-ce que vous c'est faisiez ça, c'est une espèce d'euphorie totale où on essaie d'en avoir le plus possible. Et par exemple, pour les baskets, fallait pas se les garder personnellement puisqu'on n'avait jamais le pied droit et le pied gauche et la bonne pointure. Donc on s'est bien rendu compte qu'à un moment donné, il fallait les regrouper et réussir à faire des paires. Voilà, c'est un petit Et exemple. les chips, ils étaient mangeables ou pas mangeables Ah, je sais pas, moyennement en fait, mais on disait qu'une fois retrempés dans l'huile, ils étaient meilleurs. Donc on, Vous les on en mangez quand mangeait. même Ouais. Parce que ici, tout ce qui vient de la mer, c'est quand même un peu béni des dieux, non? Ouais, c'est ça, c'est des sortes de cadeaux. Donc on pourrait dire une sorte de mère Noël qui, au gré des tempêtes, nous apporte des petites choses qui vont changer le quotidien. Et toi, le matin, tu venais sur la grève, regarder un peu s'il n'y avait pas un conteneur à arriver. Ouais, suivant les vents, on allait de toute façon avec mon père tous les matins voir s'il n'y avait pas du bois d'épave, du bois flotté. Et puis parfois on avait la chance, mais ça pouvait être juste un ballon, ça pouvait être voilà, des trésors de la mer. Des trésors absolument incroyables. Mais la mer, l'océan qui prend beaucoup et qui donne un peu parfois, quoi. C'est ça la morale de l'histoire. C'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire qu'elle va quand même bien servir parmi les hommes de l'île qui étaient marins. Elle va pas en rendre beaucoup. Et elle va heureusement apporter à ces femmes sur l'île des petits plus, comme le rhum du Martingus. C'est quoi ça? Alors voilà, c'est un voilier qui arrive, un voilier fantôme qui arrive dans une grève de pernes juste à côté d'ici. Et on se rend compte quand ces femmes y pénètrent qu'il était rempli, la cale était remplie de tonneaux de rhum brut qui arrivaient directement des Antilles. Alors voilà, donc ça va être une Plus période... d'équipage, plus personne à bord. Voilà, tout le monde était parti, une sorte de vaisseau fantôme. Et il s'avère que c'est un bateau qui avait été abandonné dans le golfe de Gascogne en 1918, puisqu'il était dématé déjà quand il arrive sur l'île. Il est arrivé jusqu'ici. Et les vents et les courants l'ont porté, l'ont posé dans une grève pendant que les femmes levaient le goémon. Il en reste du rhum? Mais il doit en rester quelque part. Hein. Bon, Ondine, merci beaucoup de ton accueil ici sur l'île de Ouessant.
Grâce à toi, on a pu la découvrir autrement que l'idée qu'on s'en faisait. On m'avait toujours dit, il faut aller sur Ouessant, il faut aller sur Ouessant. Ben, ça y est, on est venu sur Ouessant avec vous. Et franchement, on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir. Et voilà, c'est Terre de France. Merci aux équipes de TBO, merci à toi. Et puis merci beaucoup à Andine qui nous a vraiment guidés en nous prenant par la main pendant ces 24 heures magiques. À bientôt. Merci.